Épicentre citoyen. Bonjour Louise. Bonjour Johanna. Donc je mène une enquête, enfin, je veux constituer un espèce de curriculum pour les futurs élus, on va dire. Voilà, c'est au fur et à mesure que j'avance, je redessine et je définis ce que vraiment je veux faire avec tout ça. Mais il y a une partie qui est intéressante, donc ce sont les budgets participatifs. C'est avec toi que je voulais discuter de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton expérience parce que je crois que tu as mis en place un budget Tout participatif. à fait. Et c'est vraiment, l'expérience. On va pas forcément être exhaustif. C'est, parce qu'il y a des super ressources sur internet, d'ailleurs, je les partagerai, où on a pas mal de descriptifs. Mais là, ce que je veux, c'est, toi, ton expérience. Mais avant, est-ce que, bah, tu pourrais juste te présenter, nous dire ce que tu fais et comment, tu en es arrivée à faire, l'implémentation d'un budget participatif? Alors, je suis donc Louise, Colaï et j'habite aujourd'hui à Rouen, mais je ne suis pas, une, Rouennaise d'origine puisque je suis à la base originaire de Strasbourg OK. et j'ai également vécu à Paris, et je suis arrivée à Rouen en 2019. Mon métier, c'est, facilitatrice. Facilitatrice en intelligence collective et formatrice dans tous les domaines qui touchent la facilitation, mais aussi la gestion de projet, la gestion de projets en mode participatif et ça fait 13 ans maintenant que je fais vraiment ce métier à temps plein. Au départ en Alsace, j'ai commencé en 2007 en tant que, formatrice en insertion professionnelle dans une, association, d'éducation populaire et je te rassure, je vais pas vous faire tout le retour de tout ce que j'ai fait, mais en gros, j'ai découvert les notions de participation au travers de cette porte d'entrée de l'éducation populaire et aussi des pédagogies actives et pour moi, ça a été vraiment un élément, On fera un deuxième épisode alors, parce que ça, ah ça me paraît clé! Ça me paraît clé! À chaque fois que je discute de la participation, il y a tout ce volet-là, qui me paraît, ouais, déterminant, quoi. Pour moi, c'est par là que je suis rentrée. J'ai rejoint une structure, c'était en 2011, je pense, heu, qui avait comme mission à l'époque, ça s'appelait les maisons de l'emploi, de la formation et de l'entreprise. C'est un dispositif qui existe plus, mais qui avait, pour objectif de faire travailler ensemble les différents acteurs et dans cette MEF, Maison de l'emploi, de la formation et de l'entreprise, dans le pays Bruges-Mossic-Piémont, donc ça ne s'invente Dans pas, le quoi? au fin fond, le pays Bruges-Mossic-Piémont, hein, basé à Molsheim. Le mode, de travail, c'était un mode, participatif, hem et toutes nos activités, elles reposaient sur de la coopération entre acteurs. L'objectif, c'était de voir comment est-ce qu'on traite la question du chômage différemment que uniquement avec la porte d'entrée de lutte, contre, le chômage, quoi. Donc comment est-ce qu'on parle de développement économique? Comment est-ce qu'on parle d'orientation? Comment est-ce qu'on parle de besoins du territoire? Et nous, en tant que, MEF, notre rôle, c'était vraiment d'être facilitateur, de faire émerger des projets interacteurs, et des projets qui n'auraient pas pu se faire si on n'avait pas été là. Donc c'était toujours coporté, c'était toujours des, projets nouveaux et à l'époque, on faisait intervenir une agence de com qui, faisait travailler en intelligence collective et en équipe, on s'est dit on était une équipe de 4 nanas, et on s'est dit: «Bah, en fait, nous, on veut, travailler de cette manière-là», donc on s'est formés, et ça a été un super terrain de jeu. Et on a fait des choses comme les moissons de l'emploi, où c'est de la prospection, collaborative d'offres d'emploi avec plein de, demandeurs d'emploi d'un territoire. On a fait un forum de recrutement inversé pour faire connaître les métiers du tourisme. On a mobilisé tous les acteurs, autour d'un record du monde de tartines. Donc des projets, voilà, un peu, variés et différents. Et en 2013, moi, j'avais vraiment envie de faire de ces approches-là mon métier. Donc je suis montée à Paris, et j'ai rejoint un cabinet de, conseil en dynamique collaborative et là, pareil, super équipe, très dynamique et à l'époque, il y avait Nuit debout, il y avait, WeShare et la collaboration, la coopération, l'intelligence collective avait le vent en poupe.
Et du coup, on est intervenus, chez plein de plutôt des publics, multinationales. Moi, je bossais beaucoup avec Leroy Merlin et du coup, pour former à la gestion de projets en mode collaboratif, mais aussi pour accompagner des learning expeditions, pour accompagner aussi des séminaires autour des manières, de, travailler en mode participatif. Je suis intervenue, auprès de Crédit Agricole, de la Maïf sur le sujet de l'économie collaborative. C'est vraiment, ce sujet de, comment est-ce qu'on est créatif ensemble, comment est-ce qu'on Mmh. arrive à tirer profit de regards et d'approches différentes qui m'intéressent. Et en 2017, j'ai, créé Réalidé où l'objectif et j'ai accueilli, mon premier enfant, ma fille, et l'objectif, c'était de se dire: «Comment est-ce qu'on utilise toutes ces méthodes hyper puissantes pour les mettre au service de projets à impact?» On était accueillis, à Réalidé, on était accueillis, chez Orange dans un espèce de corpo working, et du coup, on a travaillé sur, des projets qui avaient comme, objectif le bien-être, des collaborateurs, mais aussi, on a travaillé auprès de Scope. Je me souviens, d'avoir accompagné une coopérative, Plaisir d'enfance, dans le 19e arrondissement, mais aussi, Emmaüs, les ateliers du bocage, sur, de la mutualisation, d'infrastructures, et j'ai pas mal formé. Et à cette époque-là, avec Réalidé, on a répondu, en 2019 à un appel d'offres de la mairie de Paris sur la participation citoyenne. Et on est arrivé deuxième, on n'a pas décroché. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je m'étais dit: En fait, ça m'intéresse vraiment de savoir comment toutes ces approches d'intelligence collective, de collaboration, elles peuvent avoir du sens en dehors d'un cadre où on a consenti à coopérer. Parce que Mmh. quelque part, quand tu es dans une association, quand tu es dans une entreprise, quand tu es dans un réseau, tu as un consentement a priori que tu vas faire des trucs ensemble, donc que tu vas contribuer. Mais quand tu traverses une place, quand tu es sur l'espace public, quand tu es né dans une ville, quand tu es né dans un village, quand tu es dans un endroit, bah, tu as pas, donné ce consentement a priori que tu allais contribuer à l'améliorer. Mmh. Et donc du coup, en 2020, j'ai accueilli mon deuxième enfant, j'ai, un c'est ponctué de tout ça. Et il y a eu le covid, accessoirement. Et je me suis retrouvée à Rouen où je connaissais peu de monde et je me suis dit: «Mais c'est l'occasion, de, s'ancrer et d'investiguer, en fait, un peu comme toi tu le fais, cette question de qu'est-ce que ça devient l'intelligence collective quand, on est sur l'espace public?» Tout début 2021, janvier 2021, j'ai eu la chance de rejoindre une collectivité, Grand Quevilly, qui est juste à côté de Rouen, c'est limitrophe. C'est une ville de 26 000 habitants et sur un poste de chargé de mission participation citoyenne. Et du coup, c'est ce dont on va pouvoir parler ensemble. Ouais, et tu vas enchaîner direct. Bah, vas-y, moi je visualise, c'est génial, dis tout. OK. Donc en 2021, j'ai rejoint, la ville de Grand-Quevilly, ville, de 26 000 habitants avec, auprès d'une collectivité de 600 agents territoriaux. Donc c'est une collectivité importante. Et la chance que j'ai eue, il y a plusieurs choses qui ont joué. Donc l'équipe municipale était, toute nouvelle. C'était une continuité politique, une mairie PS, mais avec un changement, total quasiment, de personnel politique. Donc auprès d'une équipe, qui était nouvelle dans le sens où, la plupart n'avaient jamais exercé, de, mandat, ou alors des mandats moins importants que, ce qui mettait en œuvre là. Et puis, la participation citoyenne, c'était vraiment un élément où on partait de la page blanche parce qu'avant la culture, elle était plutôt paternaliste, plutôt très descendante, voire un peu clientéliste, par l'histoire, de la ville avec, un maire quand même, il faut le citer, Tony Larue, qui a été maire de Grand-Quevilly entre 1936 et 1996, 60 ans de mandat, tu as bien Waouh! entendu. Et qui avait fait passer, la ville avec juste une interruption pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il était résistant.
J'aime bien la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, il a été résistant et en fait, il a fait passer la ville d'un petit bourg en bord de Seine à, une ville importante, en périphérie de Rouen et donc du coup, une grosse histoire, avec Tony Larue qui avait vraiment une relation très, très proche. C'est pour ça que je parle de paternalisme, très, très proche avec les habitants, avec les commerçants, toute une partie ville nouvelle qu'il a imaginée, dessinée et qui s'est développée à partir des années 60-70 avec des choix d'urbanisme très particuliers, où lui, son idée, c'était d'avoir 30 en gros, un tiers d'espace vert, un tiers de logements et un tiers de services publics, d'équipements, publics. Donc à Grand-Quevilly, tu as le, plus grand théâtre de Rouen après, l'opéra, après, le théâtre des arts. Tu as la plus grande médiathèque, tu as le plus gros dojo, tu as le plus grand, terrain de foot. Une qualité de service public extrêmement élevée et la particularité, cette ville se dit, ville la plus égalitaire de France parce que, il y a un parc locatif qui est très important. Donc, dans les habitants, tu as environ 80 de locataires et dans ces locataires, alors faudrait que mes chiffres soient à jour, mais environ 70 de locataires qui sont, auprès d'un bailleur social. Donc, Ça, c'est ce que tu es vraiment. en train de nous raconter, c'est, des choses que tu as étudiées pour ta mission? Alors moi, quand j'ai commencé ma mission, c'est le premier truc que j'ai fait. Faut dire que j'ai une maîtrise d'histoire et donc la première chose que j'ai faite, c'est de faire des interviews. De faire des interviews, de l'équipe de direction, mais aussi, d'échanger beaucoup avec le maire et d'essayer en fait d'enquêter sur l'histoire et la culture en fait. À la fois la culture locale pour bien comprendre, la manière de se positionner des habitants par rapport à la collectivité, mais aussi la culture propre à l'organisation où Ah, j'arrivais. Comment elle s'était constituée et cetera. Donc moi, mon premier temps, ça a été ça et ensuite, on a vraiment, à partir de la page blanche, construit les, institutions de participation citoyenne. Donc au départ, moi, mon premier défi, c'était de me dire, «J'ai besoin d'une liste citoyenne». En fait, c'est cool d'avoir une ville de 26 000 habitants, mais on sait très bien que 26 000 habitants ne veut pas dire 26 000 participants. Du coup, heu, on a lancé des concertations sur différents sujets. Je me souviens que la première concertation, c'était encore, pendant un moment de confinement et cetera. On avait tous des masques. C'était au printemps, 2021 et c'était un sujet de voirie, de circulation, dans un quartier et là, on avait eu 120 participants, ce qui est énorme et du coup, on avait, travaillé le sujet avec, la métropole parce que, la métropole est une compétence, la voirie est une compétence de la métropole et donc, moi, mon enjeu au départ, c'était vraiment de récupérer des contacts pour pouvoir contacter aussi les habitants et identifier quelle était l'appétence. Un autre sujet qu'on a lancé, c'était une concertation sur, c'était pas une concertation, c'était une consultation. C'est important, les mots, sont importants. tu peux nous dire la différence, des 2? Alors, tu as 4 niveaux en gros en participation citoyenne. Tu vas avoir le niveau 1 qui est l'information. C'est le niveau obligatoire. L'information qualitative, déjà faire des questions-réponses qualitatives avec des habitants, c'est déjà un premier degré de participation. Le deuxième, c'est la consultation, c'est tu vas demander un avis, souvent au travers de sondages, mais cet avis, il va pas être obligatoire. Donc c'est consultatif. Ensuite, tu as un troisième niveau qui est celui de la concertation. C'est que tu vas demander un avis et tu vas t'engager a priori à le prendre en compte. Et puis après, tu as le quatrième niveau qui est presque, heu, une autre dimension qui est celui de la co-construction et donc dans la co-construction, tu vas vraiment avoir un processus où tu vas prendre à différents moments le temps de construire avec les parties prenantes, dont les habitants et tu vas partager la décision. Mmh. Souvent, quand on parle participation en France, on est beaucoup sur de la consultation et un peu sur de la concertation. On est beaucoup moins sur de la co-construction. Et après, l'information, pour moi, j'en parle même pas en tant que telle parce que c'est vraiment la base d'avoir une information de qualité.
La référence, théorique, c'est Sherry-Arnstein, ça s'appelle l'échelle de la participation de Sherry-Arnstein et du coup, en dessous de ça, tu aurais la manipulation ou la thérapie, et qui ne sont pas de la participation. Oui. La manipulation, c'est par exemple, tu invites des gens et tu leur dis: «Allez, vous allez participer». En fait, tout a déjà été décidé au départ et tu vas essayer de faire en sorte qu'ils valident ce qui a déjà été, décidé en amont. Et la thérapie, qui est aussi une donnée intéressante, une info intéressante, je trouve, c'est quand tu vas mobiliser des gens. Par exemple, tu vas dire: «Bon, bah, on va travailler avec les demandeurs d'emploi sur leur manière de s'habiller pour un entretien». Et du coup, on va essayer de les soigner en partant du principe qu'ils s'habillent mal pour les, entretiens d'embauche. Je donne un exemple complètement aléatoire. Mais en fait, on va pas travailler sur, heu, quel est le besoin du territoire ou quel est le problème social et collectif qui fait que, il y a un problème par rapport au chômage, par exemple. Mais on va faire porter individuellement et faire de la thérapie un peu. Donc du coup, on va les faire participer à des ateliers. Donc il y a cette dimension de participer. Ils vont participer, ils vont donner du leur, ils vont essayer de s'habiller mieux. Mais quelque part, la thérapie n'est pas de la participation dans le sens où il n'y aura pas de partage de, comment est-ce qu'on améliore, comment est-ce qu'on contribue à la problématique publique qui fait qu'il y a des demandeurs d'emploi, par exemple. Ouais, et puis on impose une vision, c'est-à-dire le fait de s'habiller, de telle manière, donc c'est nous qui venons avec, la vision, quoi. C'est pas nous, mais c'est eux qui viennent avec la vision et qui disent: «Voilà, vous allez rentrer dans cette case-là», quoi. C'est ça. Ça peut être, aussi dans des bons exemples, c'est de, faire suivre à des femmes, des formations sur, leur prise de parole en public, disant: «Bah, le problème, si on voit pas beaucoup de femmes dans les instances, par exemple, de CODIR, de COMEX et cetera, c'est parce qu'elles parlent pas bien». Mmh. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas que les femmes, elles partent pas bien, c'est que c'est des problématiques, systémiques qui font qu'il y a, une problématique d'accès au pouvoir, une invisibilisation et cetera. J'ai dit femme, j'aurais pu dire Oui, d'autres, oui, oui. d'autres profils. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur, Sherry Arnstein et ce qu'elle nous apporte, sur, l'échelle de la participation. Ça date, des années, 60, fin des années 60, OK. cette, échelle de la participation. Et donc, consultation, je parlais de ce qu'on avait mis en place. On a notamment mis en place une consultation sur un des parcs les plus, vivants et les plus importants pour les grands quevilly et du coup, ce parc, c'est le parc de la Roseraie. C'est un parc qui est emblématique parce que c'est un vrai poumon vert au milieu de la ville et que comme il y a beaucoup, d'habitats collectifs, beaucoup d'habitants n'ont pas de jardin et donc du coup vivent la roseraie un peu comme leur jardin et du coup on avait fait une consultation et là on avait eu alors ça remonte un peu, je me souviens qu'on avait eu genre 1050, en tout cas plus de 1000 participants à cette consultation et donc du coup ça, c'était venu alimenter aussi cette liste participation citoyenne parce qu'on n'a pas le droit de démarcher les habitants, comme ça et comprendre aussi, quelles étaient les sensibilités, quels étaient les sujets, de cœur et quels étaient les sujets moins, impliquants pour eux. Hem, Dans le programme, il y avait, la création de conseils de quartier et de budget participatif. Donc on arrive au budget participatif. Et donc il y a eu tout un travail que, j'ai mené avec l'équipe municipale, déjà d'acculturation de tous ces termes, parce qu'en fait, quand même, dans tous les métiers, il y a du jargon et dans la participation citoyenne, il y a beaucoup de jargon. Donc de permettre à l'équipe municipale de comprendre, en Mmh. fait, tous ces termes. Budget participatif, ça veut dire quoi? Conseil de quartier, c'est quoi la différence avec un conseil citoyen? C'est quoi, la différence avec un jury citoyen? En fait, il y a quand même beaucoup de termes, donc de réussir à donner, en fait, la matière sur ce que c'est et on a travaillé aussi avec les élus sur, les règlements puisque, pour créer des conseils de quartier et pour ensuite, aussi, créer des budgets participatifs, l'étape, numéro 0, c'est le fait, d'avoir des règlements et des règlements municipaux, donc qui passent en conseils municipaux, pour pouvoir développer, ce type de dispositif. Parce qu'il y a quoi dans ce règlement? Alors dans ce règlement, il y a tout le mode de fonctionnement.
tu vas avoir la finalité, et le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qui peut participer, comment, quelles sont les limites, du dispositif, C'est et du juridique? coup C'est, parce que est-ce qu'il faut se faire accompagner, de quelqu'un qui a des compétences juridiques? alors, dans toutes les mairies, tu vas avoir quelqu'un qui va être responsable juridique, qui va être, directeur, administratif et du coup qui a une super formation juridique. Les, directeurs, généraux, les directeurs des services, les DGS ont aussi des super formations juridiques. Donc du coup, nous, on n'a pas fait appel, à l'extérieur, avec les services internes. On a travaillé, mais effectivement, il y a, une, relecture juridique et après tu peux y mettre il y a des règlements des budgets participatifs qui font une page, hein. Mmh. Et il y a tu vois, tu as pas de formalisme obligé. Nous, le nôtre, il faisait genre 6 ou 7 pages et donc du coup, tu faut trouver le bon curseur entre tu veux créer un cadre, mais ça, c'est aussi toujours le cas en facilitation et sur les outils d'intelligence collective, c'est que tu écris un cadre et l'idée, c'est qu'il se passe des choses à l'intérieur. Donc il faut pas que ce cadre, il soit trop resserré, mais qu'il soit pas non plus trop ouvert pour, que, il s'y passe quand même ce que tu souhaitais qu'il s'y passe. Mmh. OK. Donc on a, moi j'avais créé des groupes, avec les élus en transversalité où il y avait les élus qui étaient volontaires. En général, le groupe de travail, sur, les budgets participatifs, il y avait entre 10 et 15 élus, qui, travaillaient. L'idée c'était, d'avoir, aussi la relecture du maire, et moi je travaillais beaucoup avec Barbara Guillemin, qui, était l'adjointe, déléguée à la participation citoyenne et à la vie des Oh, quartiers ils avaient créé et carrément, un poste une d'adjoint, délégation. ah OK. Ouais, et donc du coup, on a eu toute une phase où on a préparé et où on a moi, j'ai aussi fait des benchmarks pour aller voir ce que faisaient les autres. J'ai eu des super, retours d'expérience de Biarritz, d'Annecy. Je suis encore en contact avec Vera de Souza, qui, était au Lila et qui m'avait apporté aussi donc pour savoir en fait, parce que des budgets participatifs, il y en a de plein de formes différentes. Mmh. Et donc nous, la particularité, c'était qu'on voulait un budget participatif qui ait aussi un lien avec la nouvelle instance que je nommais tout à l'heure, qui sont les conseils de quartier. Et donc du coup, qu'il y a un lien qui existe entre ces 2 nouvelles instances, dans le paysage, de, Grand Quevilly. Les conseils de quartier, l'idée, c'était que ce soit des habitants volontaires qui puissent contribuer à proposer des projets pour leur quartier et qui puissent aussi contribuer aux décisions, et aux remontées et aux échanges en lien avec vraiment, leur proximité. Donc il y avait pas de quartier avant. Donc on a dû aussi travailler sur des cartes Mmh. pour Ah bah, ça, tu dû dessiner aimer? Non? Faut connaître un peu tout l'histoire à des fait. quartiers pour voir quelles en sont les limites? Tout à fait, on a fait plusieurs versions, on a fait des possibilités à 4 quartiers, à 5 quartiers et finalement à 7 quartiers, finalement on est parti sur 6 quartiers. Et donc la particularité à Grand Quevilly, c'est qu'on n'a pas fait un budget participatif, parce que c'était trop facile, on en a fait 6, c'est-à-dire un par quartier. Non, oui, parce que j'ai déjà réfléchi à toutes ces choses-là et je me disais: «Est-ce que finalement, par quartier, il pourrait pas y avoir des plus petites enveloppes?» parce qu'en fait, alors je prends peut-être un peu d'avance, mais dans un budget participatif sur une ville, en fonction, des quartiers, ils vont être plus mobilisés ou pas et on peut se retrouver avec des quartiers où il va rien se passer et je me disais finalement, si on fait justement un découpage de la ville, ça va être ils vont avoir beaucoup plus envie de s'engager sur quelque chose qui est au coin de la rue, quoi. Donc je suis heureuse d'entendre ça. Tout à fait, c'était une des questions, il y a plusieurs notions qui rentrent dans l'idée, de faire des budgets participatifs par quartier. Il y a le fait d'avoir le lien avec les conseillers de quartier, il y a la proximité que tu évoquais, hem et puis, il y a aussi le côté d'égalité, qu'il se passe quelque chose dans tous les quartiers. Donc nous, la règle du jeu qu'on a prise, qu'on a fixée et ça pareil, ça a été de la réflexion, c'est qu'il y avait 30 000 €, une enveloppe de 30 000 € par quartier. Donc Waouh! si tu fais 30 fois 6, ça fait 180 000 €.
Donc Mais €180 c'est 000 énorme, ça me pour la paraît. ville. Ça dépend du budget de la ville, mais ça me paraît beaucoup parce que sur une ville de la même taille, là, je voyais, oui, je crois que c'était un peu moins. En général, c'est quoi? C'est 5 du budget de la ville? Alors on a beaucoup, fait de recherches là-dessus et on s'est questionné. Nous, la manière dont c'est tu vas avoir des enveloppes qui sont très, très variables. Ouais, d'accord. Ça va de 1 à, 47 du budget de la ville, ça va être très, très variable. Nous, les critères qu'on avait et là qui sont un peu techniques et d'ailleurs ça a pas forcément été facile d'expliquer ça aux habitants, c'est que c'était uniquement, de l'investissement, des projets d'investissement. Parce qu'un budget donc petite parenthèse, comment fonctionne un budget municipal? Un budget municipal, il a 2 entrées. Je simplifie à fond, hein. Ouais, 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 vas-y. D'un côté, tu vas avoir le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est, tout Les ce qui va agents. être la maintenance, les agents et cetera et de l'autre, tu as le budget d'investissement et le budget d'investissement, ça va être justement, des nouvelles choses et l'enjeu aujourd'hui des collectivités dans un contexte de réduction, et d'économie, c'est de pas alourdir le budget de fonctionnement. Les collectivités, elles ont pas le droit d'alourdir leur budget de fonctionnement. Donc du coup, dans le budget participatif, c'était uniquement des projets d'investissement. Donc la création de nouvelles choses, mais qui ne devaient pas avoir comme conséquence de peser sur, le budget d'investissement. Si par exemple, j'imagine, Le fonctionnement, tu veux dire? Mais, sur le budget de fonctionnement, je sais plus ce que j'ai dit. parce que oui, parce que dès que tu fais, en fait, un budget participatif et je me disais ça aussi, c'est que, OK, tu as l'enveloppe pour le budget, mais tu as tous les agents qui doivent être impliqués dans tout ce processus parce qu'on va voir le processus avec toi, mais, il faut bien qu'à un moment, on regarde ce qui est faisable, pas faisable, et c'est pas juste les habitants, proposent de faire un tir de lancement de fusée, voilà, on va regarder si techniquement, c'est faisable, quoi. Ou tu peux te dire: «Ah bah tiens, super idée, on va ouvrir une nouvelle, crèche, dans tel quartier». Je donne un exemple comme Ouais, ça, ouais. c'est Ouais, pas ouais. 30 000 € une nouvelle crèche. Mais du coup, bah, on investit dans du bâti, donc quelque part, c'est de l'investissement. Bah, après ta crèche, il faut qu'il y ait des gens qui, travaillent dedans et cetera, un encadrement. Donc du coup, c'est du fonctionnement Eh et oui. donc nous, notre, point de vigilance, c'était justement d'avoir des projets qui soient en lien avec de l'investissement et qui ne grèvent pas le budget de fonctionnement. Ah ouais, ça limite quand même, OK. Et ça limite. Et Mmh. 30 000 €, ça va très, très vite. Oui. Et notre autre contrainte qu'on avait écrite dans le règlement, c'était, 2 projets minimum par, quartier, OK. dans l'idée de se dire, comme ça fait pas un projet à 30 000 qui fait que ça, ça cristallise toute l'enveloppe, mais du coup, qu'il y ait au moins un petit projet et un plus gros projet. Donc on avait mis 25 000 € max par projet dans le chiffrage. OK. Donc 6 quartiers, 30 000 € par, quartier, et un lien avec, les conseils de quartier. Comment on s'y est pris? De manière assez classique. On a eu une phase de proposition des projets. Dans cette phase de proposition des projets, donc en amont, on s'est doté aussi d'une plateforme numérique de participation citoyenne, ce qui n'existait pas avant. Donc du coup, on a eu aussi tout le travail d'identifier le bon prestataire et cetera. Donc, on est parti sur une solution proposée par Cap Collectif et donc du coup, qui sont des solutions intégrées. Tu en as d'autres, hein, comme GoVocal, il en existe différents qui proposent des plateformes numériques de participation et du coup, sur cette plateforme numérique de participation, tu pouvais déposer ton idée. Donc il y avait une date de lancement et une date de fin de la phase d'émergence, donc de proposition des idées. Nous, notre approche, c'était toujours d'avoir à la fois du numérique et du papier. Donc du coup, les habitants, ils pouvaient proposer aussi en version papier et on avait mis des urnes à différents endroits de la ville et nous, on avait aussi des actions d'aller vers, donc aller vers les habitants. On a par dans chaque quartier, on a organisé une assemblée citoyenne qui était une soirée où on invitait aussi les conseillers de quartier. On a mobilisé les conseillers de quartier qui ont fait tous des brainstorming pour proposer des idées sur, la Mmh. plateforme. On a mobilisé aussi moi j'avais animé des sessions avec le conseil des jeunes et le conseil des aides aux citoyens pour que
ils puissent aussi, proposer, des, idées d'amélioration, de leur quartier et ça a été super riche. Hem et du coup, la phase de dépôt, de mémoire, elle a duré 1 mois et demi. Ce qui est à C'est la fois court, très long et très c'est court. court par rapport à tout ce que tu décris. Ouais, très intense, pour aller vers les habitants, pour faire connaître et cetera. On a mobilisé aussi le conseil, des jeunes, pour, faire aller à la sortie des écoles et demander: «Est-ce que vous avez des idées? Venez à l'assemblée citoyenne!» Et suite, à cette phase de dépôt, on a eu 280 idées qui ont été déposées. Ouais, je m'attendais pas à un tel résultat. Donc en gros, je me souviens, c'était mi-avril. On a dû, ouvrir la phase de dépôt, début mars et c'était mi-avril. On avait 280 idées. Alors, dans ces 280 idées, tu vas me dire: «Mais qu'est-ce que vous en avez fait?» Donc nous, on avait annoncé qu'il y avait une phase d'analyse, des idées, phase d'analyse qui, s'achevait en septembre pour donner suite à la phase de vote sur les idées. Dans la phase d'analyse, on a eu 2 temps différents. Le premier temps qui était déjà de regarder les idées et de voir, lesquelles relevaient, des compétences municipales et lesquelles relevaient des compétences métropolitaines, voire des compétences régions et du coup, il y avait déjà ça puisque nous, on ne pouvait pas se mettre à financer des choses hors de nos compétences. Mmh. Aujourd'hui, avec le millefeuille territorial, je t'ai dit en intro que la voirie, par exemple, sur Rouen, ça relève de, la métropole. Il y avait pas mal d'idées qui étaient en lien avec la voirie et donc du coup, où nous, on se retrouvait limités. Donc ça, ces projets-là, s'ils sont en lien avec, l'agglo, ils sont éjectés ou il y avait Ah possibilité non, d'envoyer un émissaire, pour, voilà. Alors donc du coup, c'est ma collègue Karine, qui a récupéré, et qui est en charge des liens justement entre la ville et la métropole, qui a récupéré et qui a tout, qualifié pour justement faire un suivi avec la métropole des idées proposées. C'est du boulot à tous Mais les oui, étages, j'ai l'impression que c'est très c'est court chaque phase pour, une masse, parce qu'on n'y est pas on n'en a pas vraiment parlé, mais par exemple quand tu es allé, quand, toi et tous les autres et les enfants sont allés, et les essayer élus aussi parce qu'on a beaucoup mobilisé l'équipe municipale, hein. Ça repose sur la mobilisation des agents, des élus, de tout le des de monde, quoi. toutes les parties Donc prenantes, hein. il faut déjà réussir à faire ça, mais après, comment tu es reçu par les habitants qui n'ont pas cette culture-là, quoi? Alors, dans les assemblées citoyennes, dans la phase de dépôt des idées, souvent, c'était un peu frustrant parce que, il y avait pas tant d'habitants que ça et ça fait partie des choses qui sont inhérentes à la participation citoyenne. On a eu, je pense, je le fais de mémoire, mais 80 participants sur les six quartiers. On avait, une moyenne, je pense, de 15-20 participants avec un quartier où on a eu beaucoup plus de monde. Mais c'était le centre-ville, où il y avait plus de monde. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant parce que quand tu vois, la masse de, le potentiel de gens qui pourraient être intéressés, et du coup, effectivement, ça on a eu une phase de mobilisation et la mobilisation, ça fait partie de la participation citoyenne. Ce n'est pas de la com, parce que la com est essentielle. On a vraiment c'était génial le boulot qu'on a fait avec la com, mais ce n'est pas suffisant. La Mmh. mobilisation, c'est quand les gens, ils vont être vraiment là. Donc du coup, faut aller vers eux, faut faire des stands. Mmh. Je parlais de la sortie des écoles, les marchés, on a été sur les marchés, on a été tous les endroits où il peut y avoir de la vie, il faut être présent pour justement avoir ces actions de mobilisation des habitants. Phase d'analyse, on a eu 2 moments de la phase d'analyse. Il y avait l'analyse technique. J'ai aussi mobilisé et les services techniques et la direction des services techniques et les équipes des services techniques ont vachement joué le jeu. Je sais que dans plein de communes, souvent, ça peut être un peu douloureux, la collaboration entre la participation citoyenne et les services techniques. Moi, c'était pas du tout le cas. Ils ont vraiment, fait un boulot énorme et on leur a demandé de préchiffrer, ce qui n'est pas du tout leur métier d'habitude, mais de donner une fourchette. Heu, D'habitude, leur métier, c'est la précision. Tu chiffres, au centime près. Nous, c'était de faire une petite fourchette pour dire: «Bah, est-ce que ça rentre dans les 25 000? Est-ce que vous diriez que c'est combien? 5 000, 6 000, 3 000?» Parce que leur demander de chiffrer 260, 280 idées, c'est pas possible.
Donc du coup, ils ont fait des chiffrages sur les idées qui relevaient. Donc on a, sorti toutes les idées qui, excédaient les 30 000 € et les 25 000 € qui était le plafond. Et après, il y a eu un deuxième temps, d'analyse. C'est qu'on a invité tous les conseillers de quartier à analyser avec nous et à expliciter les choix qui étaient faits et pourquoi. Parce qu'on a aussi eu du retravail de certains projets qui soit étaient redondants, donc du coup on les a fusionnés, soit qui étaient vraiment très proches, qui étaient genre sur la même zone, mettre une balançoire et mettre, une fontaine à eau. Je donne des voilà, mais du coup, où on a, regroupé. Et il y a certains projets aussi qu'on a fait le choix de découper parce qu'ils étaient super intéressants, mais c'était une enveloppe trop grosse et donc du coup, on se disait: «Bah, peut-être cette partie-là», je pense à un espace en particulier où il y avait, plusieurs idées, c'était rénover le boulodrome, mettre, des nouveaux éléments dans l'aire de jeu et revégétaliser un espace. Mmh. Et donc du coup, la personne avait proposé les 3 idées dans un même, bloc et donc Oui, du coup, on vous a l'avez séparé. découpé Mais voilà. est-ce qu'il y a pas l'inverse? C'est-à-dire que quand il y a des propositions qui sont intéressantes pour la ville, mais qui sont trop grosses par rapport, au budget participatif, est-ce que ça peut pas être intégré dans une réflexion au sein du conseil pour que ça devienne un investissement de la ville, tout simplement, en dehors du budget participatif? Tout à fait, OK. tout à fait. C'est l'idée. C'est nous, notre, philosophie, c'était de voir et de faire en sorte qu'il y ait le minimum d'idées qui soient exclues à la fin. OK. Donc du coup, on a vraiment essayé de réfléchir comme ça. Donc, on a fait ces jurys avec, les conseillers de quartier, qui ont pris connaissance de tous les éléments dans un mode de transparence, de leur expliquer vraiment comment on travaillait, pourquoi et cetera. Pendant l'été, on a eu, la phase de mettre en forme toutes ces idées sur la plateforme pour ouvrir le vote en Vote, ouais. septembre 2023 et donc les habitants ont pu voter sur le mois de septembre et d'octobre. Pareil, là, il y a eu plein d'actions pour aller vers les habitants, Oui. pour les encourager à voter parce que, c'est pas parce qu'ils avaient déposé des idées qu'ils allaient voter et cetera et donc du coup, il y avait un vrai enjeu à faire connaître, ces propositions. Et je suis allée chercher, le chiffre précis. On a eu 637 votants. 637 votants et qui s'exprimaient sur leurs 3 projets préférés. Parce qu'on voulait pas non plus qu'il y ait un côté donc tu vois, tout ça, ce que je te décris, c'était aussi écrit dans le règlement. C'était des réflexions qu'on avait eues en amont, qu'on n'a pas improvisées, au fur et à mesure. Mais Et donc ça veut l'idée dire des sur une 3 ville de plus de 20 000 habitants, c'est ça? nous, On a c'était 26 600 000, ouais, ouais, 600 votants. 637 votants, ouais. 37 votants sur tous les projets, peu importe le quartier, on est Ouais, d'accord? OK. ouais, tout quartier confondu. Ouais, ouais, en fait, je pense qu'il y a un biais, c'est que quand on a envie de s'investir pour sa commune et tout, on imagine que tout le monde a envie de s'investir. Donc, je me dis oui, c'est que ça reste à mes yeux, mais à cause de ça, à cause de moi, mon envie de m'investir, ça reste, ça me paraît peu, quoi. Et pourtant, c'est très bien. Ouais, mais Quand tu regardes, je m'en doute vu le travail que sur vous avez fait d'autres que budgets forcément participatifs sur des villes, du même, de même ouais, taille, ouais. parce que du coup, j'avais vraiment fait ce travail. En plus, sur une première édition, c'est bien. C'est Ah ouais, pas je incroyable. Par exemple, tu regardes à Montreuil, qui fait des budgets participatifs depuis des années et cetera, où il y a alors c'est plus grand aussi Montreuil, mais où tu as beaucoup plus de votants, mais du coup, tu as aussi une culture p de la participation, mais il y a aussi plein de villes où il y a quasiment pas de votants, hein et du coup, c'est beaucoup, beaucoup plus bas. Donc du coup, ouais, pour nous, c'était bien ouais, 637 votants, sur une première édition, sur, des budgets participatifs. Sachant que, sur, d'autres consultations, là, c'était lourd. Fallait comprendre les projets, fallait créer et aussi. oui, Tu c'est peux vrai. pas comme c'est de l'argent public, on était aussi passé par une plateforme numérique parce que comme c'est de l'argent public, tu peux pas juste, remplir un petit formulaire en disant: «Oui, non». Il faut un peu prouver ton identité. Nous, on avait un point de vigilance de il il faut faire attention à ce que tu aies pas 20 fois, la même personne qui vote et 20 fois je suis gentil. Donc du coup, il y a un peu de vérification à faire et cetera. Donc effectivement, C'est engageant, quoi. c'est c'est plus engageant que du formulaire oui/non. Oui, oui.
à la fois en charge de prendre connaissance des projets et aussi en charge de prouver ton identité et faire le processus de Est-ce vote. qu'ils vont aller, vraiment voir, tous les projets ou est-ce que les gens qui votent, finalement, c'est parce qu'ils ont déposé un projet et ils vont aller voter pour leur projet, puis ils vont demander à leurs voisins d'aller voter pour leur projet? Tu vois? C'est Est-ce pour qu'il y a ça pas qu'on des avait fait un panier de 3 projets, des 3 ouais, projets pour qu'ils préférés soient et obligés du d'aller coup voir ça les autres projets? c'est ça et du coup ça crée et ça pareil, ça crée de nouveau de la charge. C'est pas du j'aime, j'aime pas. Donc du Oui. coup, ça crée quand même plus de temps, et du coup, ça faisait un système de points, qui était attribué, tu vois, les projets qui arrivaient très souvent en premier. Mmh. er Oui, donc ils classaient les 3 projets dans l'ordre de leur préférence. Ouais, d'accord. exactement. Donc tu Ensuite, c'était avais mmh, vote et classement quelque part et nous, OK. ça nous a aidés au moment du choix en cas d'égalité, tu vois? S'il y avait le même nombre de votes Mmh. pour un projet, du coup, ça nous permettait de voir le classement et tu te demandes combien de projets sont sortis à la fin? Mais oui, je me le demande. Nous avons eu, 24 projets lauréats, OK. donc 24 projets lauréats, et selon les quartiers, il y a eu entre 2 et 6 projets qui ont vu le jour. Donc si je te donne, des exemples, de projets, c'est hyper varié. Ça va de, une boîte à livres et les projets de boîte à livres ont eu beaucoup, beaucoup de succès, à une objetech. Donc ça, c'était un projet, de partage d'objets et c'est un projet qui a été, récupéré, non, qui a été réalisé par la médiathèque, qui a créé une nouvelle section à la médiathèque. Tu vois, comme tu as les ludothèques et du Ouais, ouais, coup, une objetech. comme tu as les CDTech et cetera, ils ont, créé une objetech et l'objetech, dedans, tu as des, jeux vidéo, des, genre un appareil à raclette, plein d'objets que tu es pas amené à utiliser tous les jours, mais qui sont intéressants. Pour te donner d'autres, exemples, tu avais des aménagements de cheminement piétons, sur, des espaces verts, donc pas vraiment de la voirie, mais sur des espaces verts, des, nouveaux cheminements piétons. Hem, des aires de jeu, des éléments dans des aires de jeu, ça c'était quelque chose, qui est revenu pas mal. Des carrés potagers, des embellissements, pour fleurir. Il y a un endroit qui s'appelle le champ à papillons et du coup, embellir encore le champ à Ça a l'air petits bien papillons. rempli. Le champ à papillons, la roseraie, voilà, C'est ça. c'est bucolique. Hem dans les choses, qui ont aussi vu le jour et où il y ça parle aussi de la collaboration qu'il y a eu entre services, il y a eu un vote pour une, fresque sur un transformateur, sur une place. Ah oui! Tu vois, un transformateur, c'est une genre de maisonnette. Ouais, ouais, je vois bien. Donc du coup, on a avec, les services culture de la ville, du coup, il y avait plusieurs projets de fresques et celui-là, il est allé jusqu'au bout. Et donc du coup, il y a eu, début novembre, la communication sur les projets lauréats. Ça ne s'arrête pas là, un budget participatif Ah, et ça, c'est super important parce qu'après, il y a la réalisation et la réalisation, nous, on a fait le choix d'essayer de la faire la plus participative possible. Donc moi, j'ai quitté début 2024, mais ma collègue a pris le relais. On a tout qualifié pour qu'il y ait une dimension participative dès que c'était possible. Donc par exemple que, la haie bocagère sur le champ aux papillons, ce soit une plantation participative. Pour que l'objet tech, ben, les conseillers de quartier, qui avaient proposé l'idée, ils soient associés au choix des objets. Que, la fresque, sur, la place de la Lande, les conseillers de quartier, ils soient consultés dans le processus de choix de l'artiste et du sujet. Donc on a essayé et ça, c'est pas toujours le cas parce que ça alourdit encore les budgets participatifs. Faut en général prévoir au moins 1 an pour la réalisation des projets. Donc on a essayé au maximum, de, faire en sorte que, ces projets, ils gardent la dimension participative et que ce soit pas juste: je pose mon idée et après je regarde la ville faire, mais que ça maintienne aussi une dynamique et
globalement, ça a créé une meilleure compréhension de la manière dont ça fonctionne. Ça a aussi créé des frustrations et des tensions, notamment auprès des conseillers de quartier qui, en fait, croyaient qu'eux, ils allaient avoir une enveloppe propre, dans les budgets participatifs et en fait, nous, on leur avait proposé de participer et leurs idées, elles étaient notées comme idées du conseil de quartier, mais elles étaient pas différentes des autres habitants et donc du coup, il y en a qui l'ont très mal vécu. Après nous, on avait l'obligation d'égalité, on peut pas faire des super citoyens qui proposent des choses, mais en tout cas, c'était bien visible que c'était une proposition du conseil de quartier. Mais du coup, ça a pas forcément, toujours été, très bien vécu. Après, il y a on est dans un contexte de crise démocratique et du coup, on a été beaucoup victimes de soupçons, de dire: «Oui, mais en fait, pourquoi les projets, ils ont été, mis comme étant de la métropole, alors que, il y a tel projet qui a été retenu» et cetera. Alors que nous, on a essayé de tout faire de manière hyper clean et traçable. Moi, j'avais un immense tableau de 280 lignes pour expliquer pour chaque projet pourquoi est-ce qu'il était à tel endroit et cetera. Oui, Mais mais ça a quand même donné c'est émotionnel, c'est c'est-à-dire ça. qu'ils vont pas aller regarder le rationnel derrière. C'est leur projet ou leur machin et voilà, ils le vivent comme une injustice, quoi. Mais On a rédigé pour chaque personne qui avait déposé, pour chaque projet, une réponse en disant: «Super, vous avez été sélectionné parce que ceci, ceci, cela. Mince, désolé, vous n'avez pas été retenu parce que ceci, ceci, cela». C'est un gros travail de communication, aussi, de soigner en fait, non seulement la transparence, mais, la manière d'expliciter et le DGS, avec, lequel, je travaillais, à Grand-Quevilly, il disait que c'était aussi un excellent outil dans les points forts de pédagogie sur l'action publique, mais oui, bien sûr, d'expliquer, en oui, fait, comment de ça fonctionne comprendre, oui. concrètement. Mmh. Ouais, ouais. Et on a eu des remarques très négatives, au moment du chiffrage aussi. «Ah mais vous dites qu'un banc ça coûte 2 000 €. Et moi Mais je vous le moi je trouve, vais à Leroy Merlin pour et 200 le banc il coûte pas 2 000 €. De qui se pour moque-t-on? l'installer. Et pourquoi le banc il coûte 2 000 € quand Ouais, c'est la ouais, ville ouais. qui l'installe?» Alors je crois pas que c'était 2 000, mais je crois que c'était genre, les chiffrages c'était de l'ordre, en tout cas 2 000 €. C'est parce qu'en fait on est sur de l'espace public, donc du coup il faut couler des bornes de béton, pour que le banc il soit, ancré au sol. Du coup, ça peut pas être un banc en bois qu'on a fabriqué dans un hangar parce qu'il doit répondre à des normes. Mmh. Il faut qu'il soit, PMR, potentiellement que des personnes, en situation de handicap puissent l'utiliser. Donc du coup, on se fournit pas, à Leroy Merlin et il faut, potentiellement réaménager l'espace autour. Ça nécessite des travaux des espaces verts aussi et en fait, c'est vrai que, du coup, ça a amené à avoir ce genre d'explication sur qu'est-ce que c'est, l'intérêt général, du coup, de, certains projets qui étaient trop spécifiques et qui ont pas pu être retenus, mais aussi de comment, l'action publique se fait et quelles sont les contraintes de l'action publique. Ouais. Ah ouais, c'est passionnant et en fait, quand tu regardes, déjà, est-ce que, il a été renouvelé, il est renouvelé tous les ans ce budget participatif ou pas? Non, il n'a pas été renouvelé, aujourd'hui, il est encore en suspens. Ça a été très lourd et donc du coup, il y a eu un choix de se dire, dans le contexte actuel et aussi de, restrictions budgétaires et cetera, de le mettre en suspens. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas d'autres, mais en tout cas, sous cette forme-là, c'était quand même très lourd. Faut savoir que, bah, du coup, de, mars à novembre, il y avait tout le temps de la sur les budgets participatifs. Après, il y a eu la phase de, réalisation qui a énormément mobilisé les services, que c'est vraiment un dispositif qui, pour qu'il soit bien fait et vivant et aussi parce qu'on nous, on avait décidé d'en faire 6 des budgets participatifs, donc il fallait tout faire fois 6. C'est-à-dire qu'on avait, 6 fois la plateforme de vote. Et on s'est rajouté aussi du travail en faisant 6, mais du coup, ça a pas été, renouvelé sous la même forme et avec, la réélection, l'équipe a été, reconduite. Je sais pas, moi personnellement, du coup, j'ai quitté, en 2024 pour relancer mon activité en indépendante, présent participatif et du coup, je sais pas, aujourd'hui quelle forme prendra cette idée de budget participatif. Et quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment?
Je pense que, effectivement sur, les conseillers de quartier, je pense que j'aurais été on a essayé au maximum de leur dire, voilà, vous allez proposer des idées, et j'aurais je pense que c'était encore plus clair sur le fait que leurs idées allaient pas passer Ouais. au-dessus de celles des autres. Je pense que, j'aurais rallongé le temps, d'analyse. On s'est quand même fait un temps Oui, ça me d'analyse paraît qui très était court quand même. très, très court. Je me suis dit: «Tu pas fait un burn-out, à la fin de cette expérience?» Ben, en fait, notre objectif, c'était aussi de se dire, les habitants, ils critiquent beaucoup les collectivités parce que ça met trop de temps. Et donc notre objectif, c'était aussi de dire, heu: Vous allez voir, la collectivité, elle est hyper efficace et on arrive à aller quand même assez vite et à passer de l'idée à la réalisation en 1 an». En gros, tu dis: «Faudrait un jeu dans l'aire de jeu à côté de chez moi parce que c'est tout, dépenaillé». Et ben, tu proposes l'idée en mars d'après et ben, l'aire de jeu, elle est installée. Tu vois? Ouais. On voulait en fait ça et clairement, c'était trop short. Souvent, on s'est retrouvé à être vraiment sur des délais, très, très courts. Tu dis que c'est pas renouvelé, mais est-ce que, tous les projets qui ont été, «élus» entre guillemets dans le budget participatif ont été mis en place? Oui, tu peux tous aller les voir sur OK. jeparticipe.grandquevilly.fr et du coup, il y a un suivi régulier, des actus, pour dire: «Ah, celui-là a été réalisé, je sais que l'objet-tech, elle a été ouverte» et cetera. Du coup, tu as des articles pour dire et sur chaque projet aussi, c'est l'intérêt de passer par une plateforme numérique. Chaque projet, du coup, tu vas avoir une étiquette qui dit réalisé, Mmh. rejeté ou Où ça en est, progression, voilà, c'est ça. Et donc du coup, ça c'est vraiment chouette en termes de transparence sur, ce qui est fait. Ouais, ça me paraît une expérience assez incroyable parce que, vous êtes mis beaucoup de moyens. Alors, moi, je me dis que c'est vraiment quelque chose de chouette et qui se développe, mais il y a aussi des biais, comme un peu partout. Il peut y avoir des instrumentalisations, des exclusions aussi, de fait d'un certain type de population qui serait pas suffisamment inclus, quoi. Il y a plein de choses comme ça. Mais j'ai un copain qui était adjoint au maire, dans une mairie, bah, d'une ville de la taille de Grand Quevilly et ça m'avait frappée. Il m'avait dit, en fait, en faisant le budget participatif, ils ont fait un budget participatif, heu, il y a vraiment des idées auxquelles nous, élus, on n'aurait pas pensé, qui sont ressorties. Ça peut être très fertile, quoi. Oui et puis, au-delà de la nouveauté des idées, parce que nous, dans les idées qu'il y a eu, c'est pas forcément des idées très nouvelles, mais c'est aussi pour moi, le fait que, les idées, elles soient ancrées et du coup que tu crées des équipements, par exemple, typiquement les boîtes à livres, bah, le fait qu'elles viennent des habitants, elles vont davantage vivre parce que c'est les habitants qui ont eu cette idée-là. Comme c'est des les boîtes à livres, par exemple, c'est éminemment collaboratif comme mode de fonctionnement. Si tu plantes juste une boîte à livres, et que Oui, c'est pas souhaité ouais, par les oui, habitants, bah, oui. en fait, ça va faire flop. Et du coup, ça, je pense que c'est un des éléments qui est important. Nous, on a essayé de pousser aussi le curseur du participatif dans la réalisation en demandant, par exemple, sur les aires de jeu, aux habitants de choisir l'aire de jeu, heu, qu'ils, le type, tu vois, plusieurs possibilités de faire des ateliers avec les Toboggan ou habitants. un C'est ça. ouais, Mais ça du me coup, le parc, il va vivre différemment. Tu fais un atelier in situ et du coup, ils se réapproprient vraiment l'espace public comme un espace, sur lequel ils ont un impact. Et moi, je sais que d'un point de vue personnel, sur, la thématique fil rouge dont je te parlais de mmh. comment on crée aussi un espace public dans lequel ça a du sens de contribuer et ben, du coup, le fait de montrer cet impact de: «J'ai eu une idée et ça voit le jour», c'est super intéressant. Après, ça crée de la frustration à tous ceux qui ont eu une idée et qui a pas vu le jour. Et ça peut être un exercice aussi très, très frustrant et qui crée du mécontentement. Et là, ça a été le cas aussi, hein, d'habitants qui ont dit: «Non mais c'est vraiment nul» et dans la phase de vote, je pense que, il y a aussi un certain nombre de mécontents dont l'idée a pas été retenue, qui ont pas voté parce qu'ils boudaient et qu'ils étaient vexés. Et ça génère aussi quand tu vois 280 idées, 24 projets à la fin, ça génère aussi, de la frustration, de la défiance,
C'est pour ça, je veux pas en brosser un portrait tout rose, Mmh. même si c'est une démarche et un processus qui a vraiment de la valeur sur le partage de la décision, sur le fait de donner à voir des choses très concrètes de ce que c'est l'action publique et de où se situe la municipalité. Il y a quand même cette limite de, tu as une grosse déperdition entre le début et la fin. Mmh. Bah, j'essaierai de faire un article aussi parce que sur Kern Info, ils parlent justement de l'engouement pour les budgets participatifs et aussi, de ce qui ne prend pas, de la façon dont c'est utilisé aussi et dont c'est fait. Mais, déjà merci parce que ça donne vraiment, on voit tout le déroulé, donc c'est hyper intéressant. Et puis pour finir, j'aimerais savoir, ce que tu fais maintenant est-ce que tu continues à t'investir, auprès des institutions publiques ou, des municipalités? Tout à fait. Alors je continue à travailler ponctuellement avec Grand Quevilly. OK. Par exemple, j'ai animé une marche exploratoire avec eux, sur le sujet de la sécurité urbaine. Mais non, mais en I fait, il faut qu'on fasse 4 épisodes parce que c'est pareil, c'est hyper intéressant ces marches, il y a exploratoires. Ouais, 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 il y a 1 an. Aujourd'hui, sur la participation, là, en ce moment, je mène un projet sur une zone rurale, dans la Somme, avec, un cabinet de programmation qui s'appelle Filigrane Programmation et dans un groupement avec, Après la pluie et différentes, parties prenantes. Mais du coup, c'est une commande du département de la Somme pour réaménager, un espace absolument magnifique. Si vous avez l'occasion, allez-y, long, entre Abbeville et Amiens. C'est très, très beau et du coup d'en faire une escale touristique, heu, écologique et à haute valeur pour, le territoire. Donc je moi j'anime la partie concertation. Je forme aussi des, étudiants à l'école, d'architecture, de Rouen. Je fais une intervention sur, la gestion de projets en mode participatif pour donner aussi la culture de la participation auprès d'architectes et d'urbanisme et de futurs urbanistes pour mettre l'usager, et l'utilisateur ou le bénéficiaire au cœur. J'accompagne aussi avec, Hélène Deveau, qui fait partie de Habitat Participatif France et qui est basée à Rouen, un projet d'habitat participatif sur Le Havre, dans, les la dimension, aussi d'aménagement et de réflexion sur comment on construit autrement. J'ai récemment animé, une soirée sur l'habitat inclusif et très précisément sur, un prototype de logement de colocation pour des personnes en situation d'autisme et en rassemblant justement architectes, acteurs, accompagnants du territoire, parents de personnes en situation d'autisme pour voir comment aménager les locaux et comment adapter. Donc aujourd'hui, moi, je suis indépendante et j'accompagne, je forme à ces méthodes-là et ça reste, pour moi un élément sur lequel je veux vraiment peser. Je suis aussi, bénévole, auprès de Place du Dialogue, qui est une Mmh. association, nationale et où régulièrement, à Rouen, on essaye dans la belle saison, une fois par mois, d'occuper l'espace public de manière totalement éphémère pour permettre à des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui partagent les mêmes espaces, de se parler, de s'asseoir sur l'espace public et de se parler. Et dans mon activité, ce qui est important, c'est justement, de garder cette diversité. Donc j'interviens aussi auprès d'entreprises, j'interviens auprès de collectivités. J'avais accompagné une liste citoyenne, sur, Bon Secours pour préparer les municipales et mon focus, c'est vraiment cette question de comment est-ce qu'on coopère mieux à Mmh. l'échelle d'un territoire avec des parties prenantes diverses. Je suis fan. Je suis fan. J'espère que tu vas réussir ta mission. Tu en bonne route déjà, tu as fait beaucoup donc mais c'est tellement dur, c'est tellement, c'est une montagne en fait et tu sembles y aller, sereine. Alors, je sais pas si j'y vais sereine, mais en tout cas, s'il y a un apprentissage que j'ai eu, par rapport à tu vois, si je fais la photo de 2021, janvier 2021, j'arrive à la mairie de Grand-Quevilly. Janvier 2024, je quitte la mairie de Grand-Quevilly et je me remets en indépendante. Photo avant-après. Je suis arrivée, j'avais tous mes outils d'intelligence collective. Moi, j'ai été formée, Théâtre Forum, Et puis là, Forum le feu est ouvert, World Café et tout, à me dire: «Ah, 13 outils, en fait».
Et quand je suis sortie, je me suis dit: «En fait, les outils, c'est pas le sujet. Le Mmh. sujet, c'est le dialogue» et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de sobriété de me dire: «Bah, en fait, c'est pas de mettre plein d'outils. Le sujet, c'est d'avoir une parole qualitative». En plus de 3 ans, moi, j'ai jamais fait de réunion publique classique où tu as les élus derrière leur table et les, participants de l'autre avec un truc, une mise en scène très conflictuelle. J'ai essayé tout le temps de créer des bulles, de créer, des ateliers en extérieur, in situ, où il y a beaucoup de personnes de la collectivité ou de la métropole qui sont présents pour avoir un discours, un dialogue et qui se met en place de personne à personne et éviter justement ce côté, ce cliché un peu de la participation citoyenne où il va y avoir, Jean-Luc qui prend la parole pendant 10 minutes pour parler de quelque chose qui n'est pas dans le sujet et puis, je sais pas, Bérangère qui répond de manière très énervée sur un sujet qui n'est pas dans le sujet et donc du coup, de créer des espaces qualitatifs de dialogue où il y a beaucoup, d'informations visuelles et beaucoup de gens pour discuter, pour échanger, pour se parler et pour moi, c'est vraiment ça, ce avec quoi je suis repartie. C'est cette idée, bah, en fait, je suis arrivée avec plein d'outils d'intelligence collective. Je suis repartie en me disant: «Faisons des espaces de dialogue qualitatifs en proximité». Merci Louise, ça a été très riche, je repars avec, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup d'autres questions encore et d'approfondissement parce que c'est en effet, on a ce truc de vouloir faire de l'intelligence collective et de se dire: «Si on fait ça, si on fait» mais on vient toujours se heurter, bah, à la nature humaine aussi, à comment on fait pour qu'on s'entende et ça, c'est un sacré défi. Tout à fait. Comment, réussir à s'entendre quand on est si différents? Ouais et qu'on veut pas les mêmes choses et qu'on n'a pas les mêmes visions du monde et qu'on vit sur le même territoire, quoi. Mais c'est parce que le défi est grand que c'est passionnant. Tout à fait. Merci. Ben, merci à toi, merci, de ton écoute et j'espère que ça donnera des envies, de tester des budgets participatifs. Ouais, bah, j'espère aussi. Épicentre citoyen. Épicentre citoyen.